Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci au rendez-vous de ce deuxième e-workshop croisière, un e-workshop croisière organisé conjointement par les clubs croisières de Marseille, du Var et de la Côte d'Azur, dans le cadre du contrat de filière régionale tourisme de croisière. On excuse François de Canson, le président du CRT PACA et vice-président de la région Sud, qui n'a pas pu être présent avec nous ce matin, mais il sera dignement représenté. Vous le savez, depuis le début de la pandémie, il y a 2 ans, les acteurs de la filière croisière en région Sud ne se sont jamais arrêtés d'avancer avec les armateurs, les agences réceptives et maritimes, ainsi que toutes les autorités concernées. C'est un travail actif qui a été réalisé pour préparer la reprise que vous avez tous vécue, reprise fin juin, début juillet 2021. Une reprise sur moins de 6 mois maintenant. On verra dans quelques minutes les chiffres, mais une reprise malgré les jauges et toutes les contraintes, vous le savez, qui ont été liées au protocole sanitaire, avec des clients heureux, voire très heureux de remonter sur les paquebots. Alors tout le secteur a dû repenser sa façon de travailler à bord, mais aussi à terre. Il a fallu innover, mais au final, cette reprise, c'est bien une réalité ancrée aussi sur le strict respect, voire le dépassement de l'engagement du Blue Summit sur la protection de l'environnement et la durabilité de la croisière. Et c'est important de le rappeler, que ce soit en mer ou encore à terre. Au cours des 4 débats de ce matin, nous ferons un bilan de la saison 2021. Nous verrons en détail comment s'est déroulée cette reprise, que ce soit pour les armateurs maritimes, mais aussi pour les armateurs fluviaux. Comment cet engagement environnemental incontournable continue à se décliner, et il va se poursuivre encore, bien sûr. Nous examinerons les nouvelles attentes des clientèles et nous terminerons avec les nouveautés les différentes nouveautés qui sont présentées sur les territoires de la région Sud. Vous pourrez bien sûr intervenir via le chat pour poser des questions. À la fin de chaque débat, Ophélie Tolari, Club Croisière de Marseille-Provence, sera votre porte-parole. Voilà pour l'introduction. Je vous souhaite une très belle matinée et je vous propose de démarrer tout de suite avec ce bilan, le bilan de la saison croisière 2021 en région Sud et ses perspectives pour 2022. Jean-François, merci d'être avec nous ce matin. Avec nous aussi Emmanuel Peloux, qui est délégué du French Riviera Cruise Club, notamment les ports de Villefranche, Nice, Cannes et Antibes. Et puis Anne-Marie Blum, qui est manager du French Riviera Cruise Club, le club Var-Provence. Oui, voilà, Var-Provence. Merci de le rappeler, qui est avec nous. Aussi, merci à tous les trois de participer à ce premier échange. On va commencer avec vous, Jean-François Suas. Comment s'est passée cette reprise à Marseille avec donc toutes les contraintes liées à la pandémie et tous les dispositifs qui ont été mis en place pour garantir la sécurité sanitaire? Et bonjour à tous et merci de me donner la parole. Alors, je ne prends la parole qu'en premier par rapport aux deux dames qui m'accompagnent parce que Marseille, donc on est dans comment dire, une dimension régionale et Marseille a la centralité, sinon je n'aurais pas commencé en premier. Donc, je tiens à le préciser. C'est donc Emmanuel ou Anne-Marie qui auraient pris la parole. Voilà, ma galanterie légendaire a été totalement écornée. Non, je plaisante, mais qu'à moitié parce qu'effectivement, vous savez, ce qui nous unit aujourd'hui, c'est la région. Donc, avant de faire un bilan, je souhaite vraiment dire un mot et remercier François de Canson. Alors, d'ailleurs, ce matin, ça bouge un peu encore à la région, si on a compris. Monsieur Bocara, je crois que vous êtes un journaliste politique aussi, donc vous devez suivre l'actualité. Et sincèrement, je voudrais vraiment remercier donc, le président Muselier et François de Canson pour le soutien, puisque nous, on a 2 soutiens à Nice, donc Toulon, qui, je rappelle, est bien dans le Var, et Marseille, c'est qu'on a le plan Escale Zéro Fumée. Excusez-moi, le contrat de filière qui est
vraiment une réalité et on le décline ce matin. Et surtout aussi le plan escale zéro fumée, dont on parlera, j'espère, un peu plus tard, qui sont deux axes majeurs finalement pour nous, qui sont portés par la région. Et sincèrement, ça fait plusieurs années que nous travaillons tous avec cette institution pour notre plus grand bonheur, avec un soutien qui n'est pas un soutien inconditionnel, évidemment, qui est un soutien qui est celui d'une croisière durable, etc., etc. Donc vraiment, merci à la région, et même si François, jusqu'au dernier moment, devait être avec nous et ne pourra pas dire ce petit mot. Mais voilà, donc moi je suis vraiment content de voir que ce workshop, alors c'est un peu comme la croisière aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que c'est pas celui dont on rêvait depuis 2 ans, de réunir évidemment à travers un écran toute notre communauté. On aurait préféré faire ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire quelque chose en présentiel, le faire alternativement évidemment dans nos 3 sites, etc. Dans tous les cas, c'est un peu comme les excursions bulles, je préfère ça que rien. Et même si ça paraît un peu frustrant pour beaucoup de ne pas avoir ce contact privilégié entre nous. Donc, quoi qu'il en soit, je remercie toutes les équipes d'avoir pu, évidemment celle de Nice, de Toulon et de Marseille, d'avoir préparé cette journée, parce que c'est vraiment important, puisque finalement, on quitte quand même un monde, hein, puisque celui où il n'y avait pas de croisière, pour revenir dans celui où on redémarre. Et quand on voit un peu ce qui va se passer en 2022, pardon, nous devons vraiment être prêts. Donc, pour ce qui est du bilan, on va le faire rapidement. C'est qu'évidemment, si on m'avait promis il y a un an, on nous avait dit en novembre 2020 qu'on se retrouverait autour d'une table pour parler à peu près de 400 000 passagers à Marseille, j'aurais sans doute signé. Après, vous dire que je suis totalement heureux et comblé, non, parce qu'effectivement, on a encore des contraintes sur la croisière qui n'existent pas ailleurs. Donc, on peut, comment dire, accepter ou noter une légère frustration de ce côté-là. A priori, c'est vrai qu'on était rentré dans une négociation avec le gouvernement très positive en septembre ou octobre, si vous voulez, pour enlever ces contraintes, ces dernières contraintes des fameuses excursions bulles, les tests sur même s'ils se sont allégés, sur les personnels qui sont en contact direct avec les passagers. Aujourd'hui, avec ce qu'on va peut-être entendre après le Conseil de sécurité de ce matin, c'est-à-dire la 3e dose obligatoire quasiment pour tout le monde, etc., le port du masque à nouveau. C'est vrai que rentrant dans l'hiver avec quand même moins d'escales, ce sera sans doute pas le sujet majeur qu'on aura à traiter dans les jours qui viennent. On en parlera, Jean-François, notamment avec Herminio Esquena qui a rencontré, au nom de KIA, qui a rencontré la semaine dernière les autorités gouvernementales et sanitaires pour évoquer la question. Absolument. Donc finalement, nous, pour ce qui est de Marseille, vous savez très bien que ces protocoles ont été appliqués. Il y a eu pour nous 6 compagnies présentes, et évidemment les deux essentiels pour nous que sont Costa et MSC, avec ensuite TUI, donc Hapag-Lloyd, le Club Med qui est revenu, Sea Cloud, donc à la fois on va dire du luxe, du premium aussi, et donc on a eu tous les types d'activités sur Marseille, avec donc il nous reste, je crois, à peu près 100 entre septembre et donc il nous reste une trentaine d'escales d'ici la fin de l'année, mais disons qu'on a eu 150 escales, je crois que ces chiffres sont assez importants, et une 60aine au mois d'octobre, donc entre septembre et décembre, ce qui n'est pas, vous le savez, le chiffre qu'on aurait eu hors pandémie, mais qui s'approche quand même d'une jauge intéressante qui a permis tout simplement de redémarrer, de tester et de voir que tout s'est bien passé, puisque nous n'avons pas eu de cas de Covid qui ait pu dégénérer, ni à bord, ni à terre, ni quoi que ce soit. On n'a pas eu de difficultés particulières, on a régulé, on en dira un mot aussi, mais au travers d'autres tables rondes, on a pris des mesures. Alors, évidemment, les armateurs prennent des mesures sur les navires, on le sait, par les carburants, par les techniques de filtration, et évidemment, pour nous, j'espère rapidement une connexion électrique, mais il y a aussi les mesures que la destination que nous sommes doit prendre. Nous avons encore sans doute tissé des liens avec qui se sont renforcés pendant ces 2 ans, parce que nous avons eu en particulier à Marseille beaucoup de bateaux qui sont restés. Alors, ce n'était pas ce qu'on appelle des bateaux ventouses, évidemment, mais il y a une dimension humaine. Je crois que souvent on oublie qu'un bateau, il est ce qu'il est depuis des siècles, et autour de ça, il y a beaucoup d'activités. Il y a des marins, il y a donc aussi des passagers, et il y a toutes ces équipes à terre, qu'ils soient dans les grandes compagnies ou dans les destinations. Et aujourd'hui, sincèrement, ce que je pourrais dire en conclusion, après 2 ans de cette pandémie, les liens
bâti, entre autres avec Herminio ou avec Raffaele pour nous à Marseille, et avec tout cet écosystème gouvernemental aussi. Hein. Je tiens à témoigner en particulier avec toutes ces initiatives qui ont été prises par le gouvernement, par le cluster maritime, par le comité France Maritime, qui font qu'aujourd'hui, la croisière est parfaitement identifiée, parfaitement structurée, et nous apportons des réponses à chaque difficulté. Et j'espère qu'un jour, nous apporterons des réponses à des belles choses, des baptêmes de bateaux, pour reprendre un peu le monde d'avant, parce qu'effectivement, on aimerait que, on peut souhaiter quand même que le printemps soit sanitairement celui que nous avons connu, c'est-à-dire avec, on le voit bien, hein, que malheureusement, il y a une saisonnalité avec le Covid, donc on peut espérer un été meilleur avec une reprise des croisières qui soit à peu près la même. Voilà ce que je souhaitais vous dire en introduction. Moi, je vais rester là. Voilà, si tu as besoin d'autres Bien sûr. Non, mais il y interventions. aura d'autres questions en ce qui concerne ce qui se passe à Marseille autour de la croisière. On va prendre maintenant la direction des Alpes-Maritimes avec vous, Emmanuel Peloux, pour le French Riviera Cruise Club, les ports de Villefranche, Nice, Cannes, Antibes. Comment cette reprise s'est passée, on imagine, de façon progressive avec une clientèle et des armateurs qui ne sont pas les mêmes que ceux de Marseille ou encore peut-être plus près de ceux du Var. On vous écoute, Emmanuel Peloux. Tout à fait. C'est pas les mêmes armateurs que ceux de Marseille, en effet, qui sont revenus et qui sont là habituellement. Hein. La reprise pour Nice, elle a démarré comme à Cannes d'ailleurs en juillet, plus tard à Villefranche-sur-Mer à partir de septembre. En 2021, sur Nice, il y a eu essentiellement Nice accueille des petites unités. Hein. Il y a eu quand même 66 escales, 22 à Villefranche-sur-Mer et 37 à Cannes, dont une qui viendra encore en décembre. Les compagnies, les armateurs qui étaient essentiellement présents, c'est des compagnies. Vous pouvez nous rappeler quels sont les armateurs qui viennent sur votre territoire? Alors, là, pour 2021, on a eu Croisière Europe sur Nice, hein, Croisière Europe, le Club Med, le Ponant, Sea Cloud, ont des compagnies plutôt petites et luxueuses, premium. Hein. Mais il y a aussi Hapag-Lloyd, Mystic, Windstar, le Ponant. Là, aujourd'hui, on a Azamara, le Phoenix. Enfin, il y a eu beaucoup de compagnies. Viking sur Villefranche-sur-Mer, des plus grosses compagnies sur Villefranche-sur-Mer et sur Cannes. Oceania, Regent. Il y a eu aussi du Star Clipper à Cannes. À Villefranche-sur-Mer. Et à Cannes, on a eu aussi TUI, Sea Cloud, Mystic, Norwegian, des compagnies un peu plus importantes avec beaucoup plus de passagers, sachant que les jauges étaient réduites. Hein, on va dire, elles ont démarré à 30-40%. Et sur la fin, les jauges se sont un peu plus étendues. Ça a pu aller jusqu'à 45-50%, mais c'était vraiment sur la fin. Et puis, bon, étant donné le contexte, peut-être que ça va encore changer. Mais c'était vraiment à la marge. Hein. C'était plutôt du 30-40% au niveau de la jauge. Sur toutes les compagnies. Ce qui fait que sur les compagnies qui sont venues à Nice, par exemple, sur les petites unités, il y avait parfois 100 passagers. Bien. Notamment, alors, en ce qui concerne Cannes, quand on a préparé cet entretien, vous m'avez expliqué qu'il y a eu un dispositif assez innovant et particulier qui a été mis en place pour garantir la sécurité des passagers à bord, la sécurité des équipages et la sécurité des habitants de Cannes qui étaient en lien avec les passagers de ces bateaux. Expliquez-nous. Tout à fait. En fait, Cannes a mis en place des portiques de sécurité, 2 à l'embarquement et 2 au débarquement. Alors, on est assez fiers dans les Alpes-Maritimes parce que ces portiques ont été mis en place par une entreprise du territoire qui est basée à Valbonne. Et en fait, elle vérifie que le masque, c'est une machine, en fait, comme un portique d'aéroport finalement, ou un portique de sécurité. Elle vérifie la température, elle vérifie que le masque est bien positionné et elle envoie un espèce de sorte de spray désinfectant très rapide, et l'ensemble se fait en moins de 15 secondes.
Donc, c'est très sécurisant pour les compagnies. Alors, certes, c'était à la demande de la compagnie ou de l'agent réceptif. Hein. Certaines ne voulaient pas ou voulaient faire l'embarquement ou le débarquement. Et ça n'empêchait pas, bien évidemment, d'avoir des salles dédiées au protocole sanitaire, c'est-à-dire vérifier les passes, vérifier les tests antigéniques, etc., les tests PCR, etc., les gels hydrauliques à disposition. C'était en plus. Et ça a été une innovation sur le port de Cannes. Voilà, quelque chose d'important à rappeler. On va continuer la direction Le Var, Anne-Marie Blum, là aussi reprise progressive avec des armateurs aussi qui se rapprochent plus peut-être de ceux des Alpes-Maritimes que ceux de Marseille. Voilà, tout à fait. Donc, dans le Var, la reprise a eu lieu le 12 juillet avec une escale du Club Med 2, donc un voilier à Bandol. Et puis des escales, bien sûr, au port de Toulon et la Seine, puisque nous avons deux sites, et aussi dans les ports de croisière au mouillage, Bandol, Sanary, Saint-Tropez, Saint-Raphaël. La majorité des navires qui sont accueillis sont de petites unités de luxe, voire ultra-luxe. Et nous avons clôturé la saison avec notre dernière escale à Toulon, ce lundi, avec le Seven Seas Splendor. Voilà. Donc, au total, 35 escales depuis la reprise et environ 16 000 passagers qui ont débarqué sur les ports du Var, c'est ça, hein? Exact, oui, la jauge était réduite, donc forcément les taux de remplissage beaucoup plus moindres. Et en moyenne, nous avons 200 escales, 200 000 passagers, donc vous voyez que la différence est quand même importante. On est à 7% d'une année normale, mais on devrait récupérer à 20 000 passagers près l'année prochaine, vu le prévisionnel qui est annoncé. Donc, on est très optimiste. On espère que la reprise sera au rendez-vous. Alors, on va en parler tout à l'heure de cette reprise et de cette année 2022 avec les prévisions qu'il y a dans les différents territoires de la région. Jean-François Assas a commencé à aborder la question. On aura au cours de cette matinée avec les réceptifs la thématique abordée très en détail. Jean-François Assas, comment s'est passé, vous l'avez évoqué tout à l'heure, comment s'est passé l'accueil à terre, puisqu'on sait très bien que les clubs agissent aussi et sont des intervenants importants pour l'organisation des excursions à terre et de la réception des passagers à terre. Comment s'est passé ce redémarrage avec ces fameuses excursions bulles, hein, de façon générale? Mais c'est vrai qu'habituellement, quand on prend un bateau de croisière, en tout cas jusqu'à il y a 1 an et demi, lors d'une escale, eh bien, on pouvait prendre un shuttle et puis partir se balader ou le faire à pied, ou quand le bateau est directement dans la ville, eh ben, on arrive et puis on va faire sa balade. Là, c'était plus possible depuis la reprise. Comment ça s'est passé à Marseille, cette gestion, même si les jauges étaient réduites, comment ça s'est passé à Marseille, cette gestion finalement de ces excursions devenues obligatoires? Et ce n'était pas ce que l'on aurait souhaité, hein, c'est-à-dire un monde de liberté. Aujourd'hui, il y a des contraintes, elles sont fortes. On peut rendre hommage aux guides, puisque finalement beaucoup de choses reposaient sur les réceptifs, et en particulier les guides, puisque les compagnies finalement leur confient leurs passagers. Et ces passagers, alors il y a eu quand même quelques allègements, hein, par rapport les premiers tests qu'on a fait en juillet. Par exemple, il y a eu des escales qui n'étaient que des tests, hein, où on a mis le bateau à quai, on a commencé. Au mois de juillet, août, il y avait, voilà. Et puis, sincèrement, quand on a vu en septembre l'étau sanitaire se desserrer, on pensait que novembre, voilà, serait un monde nouveau. On voit bien qu'on n'y est pas. Donc, dans l'absolu, l'avenir ne nous donne pas raison, hein, d'avoir. Puisque je pense qu'aujourd'hui, entre autres, avec les tests qui sont faits dans les eaux grises, on a quand même une garantie de ce qui se passe à bord. Je pense que c'est très intéressant pour les armateurs, contrairement à ce qui s'est dit peut-être, c'est que de savoir si le bateau est free Covid. J'espère d'ailleurs qu'un jour, ils seront en capacité de le faire eux-mêmes, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, c'est une frustration pour le territoire, puisque les retombées sont moindres. À partir aujourd'hui, quel que soit le secteur, à partir du moment où vous avez une empreinte environnementale, une empreinte territoriale sur des espaces collectifs, les gens
en particulier dès qu'il s'agit de tourisme, vous demandez compte. Donc, ne pas pouvoir expliquer, ne pas avoir les 400 millions d'euros qu'on a habituellement. Alors, on a eu toute la partie industrielle, puisque le navire est à quai, etc., etc. On continue à progresser, on espère, vous voyez, sur la connexion électrique à quai, etc. Donc ça, c'est la vie du navire. Mais la vie des passagers, aujourd'hui, la vie du navire est la même, la vie des passagers n'est pas la même. Et donc, la vie du territoire, évidemment, quand vous avez des hordes, ou peut-être pas des hordes, mais des groupes de gens qui passent sans pouvoir simplement s'arrêter, on voit bien dans les interviews qu'on a eues autres, la frustration des passagers qui se double de la frustration du territoire. Donc, d'une manière ou d'une autre, et moi, j'ai quand même eu cette difficulté de savoir qu'un Italien ou l'Espagnol, quand il arrivait chez nous, en bus, en avion, comme il le souhaitait en voiture, on ne lui demandait rien. S'il avait le malheur d'être sur un bateau de croisière, par contre, il était testé dans une excursion bulle sans quasiment de contact. Donc, mais c'est vrai qu'en Italie et en Espagne, ils ont fait la même chose. Les Français, quand ils sont en Italie aujourd'hui, j'ai eu de nombreux retours là-dessus, ont exactement la même frustration puisqu'ils ont l'obligation. Et les Italiens ont été hyper stricts. Et les Espagnols, on le voit d'ailleurs, c'est un petit clin d'œil, mais aujourd'hui, qui c'est qui est… Alors, on va l'avoir à la 5e vague, mais qui c'est qui est le mieux vacciné? Et c'est l'Italie, la France et l'Espagne. Et qui finalement ont appliqué peut-être les règles pour des pays latins dont on peut penser que la discipline ou la rigueur serait nordique. Aujourd'hui, on voit que dans la gestion du Covid et sur la croisière en particulier, a été d'une grande rigueur. Donc voilà, donc un mélange un peu de frustration pour le territoire, pour les passagers, parce qu'au bout d'un moment, sincèrement, comment voulez-vous vendre des croisières à des gens dont vous savez que s'ils vont dans l'hôtel d'à côté, on ne leur demandera rien. S'ils sont sur un bateau, ils sont testés, surtestés et en plus, ils n'ont pas de liberté. Donc, Jean-François, on posera tout à l'heure la question aux armateurs pour savoir comment ils réussissent compte tenu de ces contraintes et notamment aussi des derniers chiffres qu'on a tous vus, voir s'il y a déjà une influence de la part des chiffres de cas de Covid qui sont, comme l'a dit Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, en augmentation fulgurante, voir s'il y a déjà des conséquences. Mais en tout cas, vous faites, vous, le constat que dans l'état actuel des choses, à Marseille et en Provence, avec ces excursions bulles, la croisière redémarre, mais pas dans les meilleures conditions économiques à terre pour les passagers et surtout pour celles et ceux, les commerçants, les bars, les restaurants, les boutiques, toutes celles et tous ceux qui pouvaient profiter des dépenses à terre, quoi, hein. En gros, c'est ça l'idée. Absolument, vous avez bien résumé. La réalité, c'est que quelqu'un ne peut pas prendre un taxi normalement pour aller se rendre, comme des milliers de gens le font, à Aix, à Cassis ou ailleurs. Donc, ils le font en bus et en plus avec le sentiment de ne pas partager l'expérience que tous les autres autour d'eux partagent. Si tout le monde était logé à la même enseigne, effectivement, il y aurait moins de questions. Donc, il y a le questionnement pour les passagers et le questionnement pour le territoire. Sincèrement, aujourd'hui, on voit bien que la situation sanitaire ne nous permet pas d'espérer autre chose. Et tant mieux qu'on ait eu cette rigueur depuis le mois de juillet, tant mieux parce qu'aujourd'hui, nous n'apparaissons dans aucun radar des difficultés. Voilà, il n'y a pas de cas de Covid à bord, il n'y a pas de quoi que ce soit, de difficultés de propagation de la maladie due à des bateaux de croisière. Donc, réjouissons-nous. Voilà, notons qu'au printemps, on peut espérer voilà, il faut se préparer pour un autre traitement, j'espère. Alors, on part dans le Var avec vous, Anne-Marie Blum. Là aussi, c'est le même constat, même si les unités, les bateaux que vous avez reçus sont de moindre taille que les méga paquebots de MSC, de Costa, avec le même protocole, ou est-ce qu'il y a eu des déclinaisons différentes en ce qui concerne le débarquement et la présence à terre des touristes? Alors, écoutez, nous, la différence aussi, c'est bien sûr, ce sont des escales en transit, hein. Donc, il n'y a pas de tête de ligne, c'est vrai qu'il n'y a pas de tête de ligne. Voilà, il n'y a pas de tête de ligne, donc là, cette année en tout cas. Donc, on a eu très peu d'excursions bulles parce que la majorité des armateurs grand luxe qui étaient au mouillage ne souhaitaient pas appliquer cette obligation aux passagers. Donc, ils étaient libres de visiter. Et pour celles qui souhaitaient l'imposer et qui étaient… Ça concernait des bateaux de plus grande taille et surtout à Toulon. On cessait de le faire depuis le 30 septembre avec l'escale du Mein Schiff 2 qui a autorisé pour sa deuxième escale. Alors, une semaine avant, c'était interdiction. La semaine d'après, on a découvert le jour même que les passagers étaient libres de se promener dans la ville de Toulon. Et ce fut un soulagement pour l'ensemble des commerçants qui ont adhéré d'ailleurs
à cette démarche cross-friendly que nous avons mis en place. Vous savez, qui associe les commerçants, et donc ils étaient tous prêts à les accueillir. Et nous distribuions donc un petit éventail qui permet de télécharger notre application et qui favorise la géolocalisation de ces commerces. Donc voilà, tout ça pour redonner un peu de force à tout ce travail qui a été mené Anne-Marie Blou, et faire en sorte à votre connaissance, parce que c'est une question importante par rapport au traitement, entre guillemets, de Marseille. On est à 70 km, 50 km de distance de deux villes portuaires du territoire. À votre connaissance, les passagers, c'était Mein Schiff, je crois, c'est ça? C'était le bateau qui a… Ouais, voilà. Sur ce bateau-là, est-ce qu'il y avait une démarche particulière vis-à-vis des passagers? Est-ce que c'était tous des passagers vaccinés? Est-ce qu'il y a eu, à votre connaissance, peut-être un test PCR ou antigénique avant que les passagers débarquent? Ou est-ce qu'ils ont débarqué comme ça, sans restriction sanitaire particulière? C'est-à-dire que l'armateur met en place ces conditions au niveau de l'escale d'embarquement. Donc, après, lorsqu'il décide que les passagers sont libres, c'est à leur libre décision. Nous, on n'intervient en rien là-dedans. En revanche, le protocole était en place au niveau des terminaux, bien entendu, port du masque, gel hydroalcoolique, respect des gestes barrières, dyslexie, des infections qui ont été de tous les locaux et de tous les points de contact, sans oublier un affichage dynamique pour favoriser cette sensibilisation des passagers. On ira dans les Alpes-Maritimes. Est-ce qu'à votre connaissance, les autorités sanitaires du Var, le préfet du Var, par exemple, est intervenu en disant à un moment, moi, j'autorise que les passagers débarquent librement, ou est-ce que c'est uniquement de la compétence de l'autorité de l'armateur? C'est Jean-François qui va être plus en mesure de nous répondre là-dessus. Va être en capacité de répondre là-dessus, parce que c'est vrai que celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, ils se disent pourquoi une telle différence de traitement entre la décision qui est prise à Marseille par MSC et la décision qui peut être prise par TUI avec Mein Schiff à Toulon. Jean-François. Ouais, excusez-moi, j'avais enlevé. Alors, sincèrement, je pense que c'est lié au volume. C'est sûr que nous, cette demande, on l'a faite. C'est difficile. Tu vois, il y a des moments, on a eu quand même 2, 3, 4 escales. Donc, si tu l'accordes le lundi, pourquoi pas l'accorder le samedi? Donc, on est resté dans cette règle avec un peu moins d'escales, un peu moins de volume. C'est certain que le risque est moindre. Donc, c'est une évaluation. Quand on ferme un stade ou qu'on le met à 5000 personnes, c'est des décisions voilà, qui sont, je ne vais pas dire de l'intuition, mais du bon sens. Donc, nous, avec 400 000 passagers, c'est certain que tu prends un risque supérieur qu'avec des bateaux de luxe où il y a 200 personnes qui vont monter à 2 par 2, qui sont toutes vaccinées parce que certaines compagnies de luxe, par exemple, avaient imposé le vaccin. Donc, ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Ces gens-là, on sait, parce qu'il faut se rappeler que nous, la croisière a été bloquée ou stoppée parce que pour une question de préservation de la capacité hospitalière, sanitaire. On ne voulait pas, à juste titre, de passagers étrangers dans les hôpitaux français. Alors qu'il y avait 40 ou à une époque 35 000 personnes dans les hôpitaux français atteintes de Covid. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que certaines grandes compagnies comme SC et Costa n'ont pas imposé à ce jour la vaccination obligatoire. Donc, il y a le test, etc. Et évidemment, il faut après un pass sanitaire pour pouvoir arriver sur le bateau. Pour autant, le vaccin fait partie des possibilités, mais ce n'est pas une obligation. Donc, je crois que c'est là-dessus. Et puis, le préfet du Var a sans doute raison, avec les chiffres qu'il avait, la fréquentation marseillaise était énorme cet été. On est à plus 40% ou 60% dans les restaurants, etc. Et ça, c'est des Français qui viennent. Donc, voilà, c'est mon explication. Un subtil équilibre à trouver entre toute cette présence touristique. Direction les Alpes-Maritimes, Emmanuel Pelou, là aussi, comment ça s'est passé pour les escales? Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure de ces fameux quatre portiques au débarquement. Les passagers pouvaient librement se rendre sur les sites. Expliquez-nous.
Ouais, on va dire la règle, c'est l'excursion bulle, effectivement. Hein. Je pense que c'était la règle. Ce sont les armateurs qui choisissent. Elles et ils sont toujours à disposition des salles, les salles sanitaires, hein, pour tous les contrôles nécessaires. Mais effectivement, euh, sur la fin de l'année, les protocoles ont été un peu, on va dire, allégés. Hein, les bulles étaient un peu plus allégées, surtout sur les petites unités. Mais une chose est certaine, je pense qu'il faut le préciser. Je pense qu'aujourd'hui, malgré ce qui s'est passé auparavant, la croisière, c'est le pan touristique le plus sécure aujourd'hui de tout ce qui existe en termes de tourisme dans le monde, hein, parce que tous les protocoles sont mis en place pour que tout se passe bien à bord et sur les territoires. Effectivement, après, comme disait Jean-François, il y a un impact effectivement dans les excursions bulles, il y a un impact sur les commerçants, sur l'ensemble des acteurs du tourisme, de la chaîne touristique. C'est important. Vous avez quelque chose à rajouter, Emmanuel, par rapport à la façon dont ça s'est passé à Cannes? Donc, protocole allégé ces dernières semaines avec la possibilité de partir visiter. Allégé pour les petites unités, pour les unités plus petites. Sinon, oui, effectivement, voilà, allégé pour les unités plus petites, mais la règle, je pense, reste la même, quels que soient les armateurs. Et il ne faut pas oublier aussi que peut-être que ça rassurait aussi les territoires, c'est qu'on avait essentiellement, enfin en tout cas sur les Alpes-Maritimes, des passagers français, européens, donc allemands, belges, et sur la fin, quelques Américains. Bien. Par rapport à cette problématique, est-ce que, comme le disait Jean-François, notamment peut-être dans le Var, Anne-Marie, avant cette expérience qui a été menée il y a quelques jours, quelques semaines de passagers libérés des excursions, est-ce que vous avez senti de la part du territoire, c'est-à-dire les commerçants, les bars, les boutiques, etc., cette frustration de ne pas pouvoir, comme le disait tout à l'heure Jean-François, accueillir les croisiéristes? Je pense que la frustration a été ressentie, mais néanmoins, on avait anticipé de les en informer avant le démarrage de la saison par l'organisation d'un workshop commerçant. Et donc, on leur avait annoncé que l'activité allait redémarrer, mais qu'elle serait lente, prudente et progressive, et que dans cette prudence, il était fort probable que dans un premier temps, il y aurait des excursions bulles. Et nous les avions associées à la recherche par les tours opérateurs de lieux qui pourraient être susceptibles d'accueillir les publics et leur permettre de faire une pause qu'on appelle confort, c'est-à-dire d'aller aux toilettes. Et donc, on a vraiment travaillé en parfaite concertation avec les opérateurs, avec nos partenaires, les commerçants, pour bien préparer l'ensemble de l'écosystème au redémarrage dans les conditions sanitaires les plus saines. Et du coup, même s'il y a eu des frustrations, je pense que ça crée une attente encore supérieure sur l'avenir, parce qu'ils s'aperçoivent enfin, ils le savaient, mais là, ils s'aperçoivent que c'est un tourisme de valeur, un tourisme avec un pouvoir d'achat, et ils comptent sur les croisiéristes l'année prochaine pour visiter et augmenter leur chiffre d'affaires. Hein. Voilà. On va, Emmanuel Pelloux, vous avez soulevé une question qu'on abordera tout à l'heure avec les armateurs. Vous disiez à juste titre que la croisière aujourd'hui dans le monde du tourisme, dans cette période de pandémie, est probablement et très certainement le lieu, l'expérience la plus safe en matière de sécurité sanitaire. Et c'est vrai que compte tenu des contrôles qu'il y a à bord des bateaux à l'embarquement, pendant la croisière, etc., c'est vrai que pour l'avoir personnellement pratiqué il y a 15 jours, c'est vrai qu'il y a une certaine sécurité sanitaire. Je voudrais qu'on aborde maintenant, avant de voir les chiffres et les prévisions que vous avez pour l'année prochaine. Jean-François, vous l'avez évoqué tout à l'heure, cette volonté, cette obligation finalement
de la part des armateurs et des territoires de construire une croisière plus verte, avec une meilleure répartition sur le territoire. On imagine que cette période d'arrêt puis de reprise a permis au territoire, aussi en lien avec les armateurs, a permis de travailler une nouvelle façon d'aborder la croisière à terre lors des excursions, lors de la réception des passagers, avec une volonté de meilleure répartition et de meilleure organisation pour préserver à la fois les territoires, les habitants, et tout l'environnement. Et ça, c'est quelque chose, c'est une impulsion qui a été donnée depuis quelques années et qui a été renforcée de par des jauges, de par des expériences différentes au cours de cette période, non, Jean-François? Absolument, ouais. C'est vrai que bon, mécaniquement, par exemple, on a fait une vraie régulation. Nous, on a des points de crispation que sont le quartier du Panier, le Notre-Dame-de-la-Garde, pour ne parler que de Marseille, où aujourd'hui, par exemple, sur Notre-Dame-de-la-Garde, en temps normal, je crois que c'était 2 millions de personnes qui viennent sur ce site, dont je pense autour peut-être de 400 000 croisières. C'est difficile d'avoir le chiffre exact, mais on était plutôt dans cette jauge-là. Donc, ce n'est pas tolérable à certains moments et bon, en plus c'est un lieu œcuménique, enfin, où les gens vont pour des questions spirituelles ou religieuses, comme tout simplement le point de vue. Il faut l'aménager. Aujourd'hui, moi j'avais bien aimé je crois que c'est Didier Réau qui avait dit ça concernant le parc des Calanques. On ne va pas au Louvre aujourd'hui sans imaginer prendre un ticket, sans imaginer avoir quelques contraintes. Il y a certains sites ouverts au public sur lesquels il faut qu'il y ait des contraintes. On ne peut pas mettre des dizaines de bus qui tournent n'importe comment. Donc, par exemple, on avait limité par 4 bus par compagnie. Bon, voilà, on a trouvé des solutions. Pareil dans le Panier. Et aujourd'hui, je crois que ce qui est le plus important peut-être, qui est la réflexion que je parle vraiment en termes de destination d'accueil, c'est d'associer beaucoup plus de territoires, d'expliquer pourquoi les gens sont là, d'expliquer ce qu'ils sont en train de faire, etc. Tout ça demande une énergie folle de communication, de réunion et autres, mais c'est le monde de… Aujourd'hui, les gens, voilà, au Panier, par exemple, quand ils voient passer dans des ruelles qui sont calmes habituellement, des dizaines de gens tous les jours, ils n'en ont pas vraiment envie. Alors, effectivement, ils savent qu'ils vont dans les restaurants, ils savent que, voilà, l'échange culturel, voilà. Donc, ce port, il existe depuis 2600 ans chez nous. Il doit rester tourné vers l'international. Je crois que sa dimension internationale est capitale parce qu'elle est fondatrice d'une démocratie. Hein, si on n'a pas des gens qui nous visitent, si on n'a pas, je veux dire, le repli sur soi est un désastre absolu, on le sait sur le plan politique. Pour autant, je crois qu'il est nécessaire de trouver des explications, de trouver pourquoi, combien de temps, d'avoir des jauges. Moi, je n'ai jamais été opposé à une limitation. C'est-à-dire qu'à un moment, on a tellement de pépites, qu'il s'agisse des Alpes-Maritimes, du Var ou des Bouches-du-Rhône, si vous voulez. Nous, à l'échelle de la métropole, aujourd'hui, on a des sites qui sont en capacité d'accueillir et qui souhaiteront le faire, parce qu'il y en a qui n'ont rien quasiment. Et aujourd'hui, le rôle politique du club, justement, c'est d'asseoir tout le monde autour de la table, les armateurs, on va dire, les réceptifs et le territoire, pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on est arrivé à tel chiffre à Notre-Dame-la-Garde, au Vieux-Port ou ailleurs, ou à Aix, où on va. On va à La Ciotat, on va beaucoup à Cassis aujourd'hui, on va en Camargue, etc. Ça veut dire qu'on sait que le port de Marseille, on ira voir ce qui se passe ensuite sur le Var des Alpes-Maritimes, on sait que le port de Marseille, avec les équipements qui sont réalisés, etc., peut accueillir, je crois, jusqu'à 5-6 méga paquebots simultanément sur une escale. Ça veut dire que dans un monde idéal, il n'y a plus de Covid et on a, on va dire, environ 20 000 passagers sur une escale, on va dire 3 000 par bateau, plus qui débarquent à Marseille. Est-ce que ça veut dire que c'est compatible, quand vous nous dites ça, avec l'accueil de 5 bateaux simultanément, avec chacun 3 000 passagers qui débarquent? Comment est-ce que ça peut être maintenu compte tenu de cette volonté de réduire et d'appliquer sur certains secteurs de Marseille des quotas, en fait, des jauges? Voilà, moi ceux qui me connaissent savent que je suis opposé aux extrêmes. C'est-à-dire que l'extrême, ce serait de dire on fait n'importe quoi, on le laisse faire d'un côté, ou l'autre extrême, c'est de dire on n'en prend aucun. Aujourd'hui, je crois que si on travaille avec un peu de bon sens, avec le territoire que nous avons, qui n'est pas celui de Barcelone. Moi, j'ai discuté encore l'autre jour avec des gens de Barcelone. Tout le monde reste à Barcelone. Et alors, c'est plutôt la Sagrada Familia. Vous n'empêcherez jamais les gens d'avoir envie d'aller au même endroit. Parce que Instagram, parce que c'est la vie, parce que c'est humain, etc. Ils se sentent sans doute rassurés aussi d'aller dans un endroit où tout le monde va. Voilà. Par contre, notre rôle
en tant que territoire, c'est de flécher, de réguler et de contraindre s'il le faut. Quand on dit qu'on met 4 bus par opérateur et par bateau à Notre-Dame-la-Garde, c'est une réalité. À 4, on limite. Alors, on met des applis en place, on fait ce qu'il faut pour que ce soit le plus fluide possible, mais fluide dans la contrainte. Donc, moi, pourquoi aujourd'hui on peut miser sur 2 millions ou 3 millions de passagers à Marseille, ce qu'on avait en 2019, on était proche des 2 millions, et ça se passe plutôt bien, c'est parce qu'on a cette opportunité d'un territoire qui est unique, les opérateurs l'ont bien compris, parce qu'il faut qu'ils les vendent, les excursions, ou simplement, en fait, il faut que les gens aient envie de revenir. À Barcelone, vous faites à peu près toujours la même chose. À Rome aussi, d'ailleurs, quand vous êtes à Civitavecchia. Nous, la chance qu'on a, c'est quelqu'un qui veut aller voir la Camargue une année pour l'année d'après voir les commerçants de Cassis, s'il a un peu marre de Marseille, et ce qui est souvent le cas. Donc, et puis dans Marseille, développons, on n'a pas de chance. Les bus, par exemple, ne passent pas sous le tunnel du Vieux-Port. On a des contraintes, évidemment, mécaniques, opérationnelles qui sont là. Mais soyons intelligents, développons des applis, développons surtout des réunions avec le territoire qui fassent qu'on ne met pas tout le monde au Vieux-Port. Parce que là, effectivement, on ne mettra pas 20 000 personnes. Même si 20 000 personnes rapportées aux 2 millions de la métropole, ouais, ça reste quand même tout à fait supportable. Emmanuel Peloux, sur cette thématique-là, quelle réflexion, comment ça se passe sur votre territoire des Alpes-Maritimes avec les différents ports? En fait, la vraie question, c'est la gestion des flux, finalement, pour en venir à ce que disait Jean-François. La question, c'est la gestion des flux. Je pense que ça a été quand même mis en place au vu du contexte sanitaire, mais en même temps, comme vous disiez tout à l'heure, je crois que le début de votre question, c'était un peu le contexte environnemental environnemental de la croisière. Effectivement, pour parler que de Cannes, hein, mais il y a une charte qui a été créée environnementale avec les armateurs. Il y a plus de 14 compagnies, je crois, ou plus aujourd'hui, je ne sais plus, mais qui ont adhéré. Je pense qu'on avance on avance vers un travail. Effectivement, comme disait Jean-François, il faut avancer vers un travail, et on avance vers un travail commun justement pour cette gestion environnementale de la croisière, pour qu'elle ait un moindre impact environnemental en règle générale, mais à tout niveau, hein, que ce soit sur la mer comme sur terre. Donc, il existe des chartes comme à Cannes. Je pense que l'idée va s'étendre. Hein. Et en parallèle, je tenais à préciser la direction interrégionale maritime va mettre en place, dans le cadre, vous savez, du plan de façade méditerranéen, une stratégie croisière, justement, une stratégie croisière développement durable, dans laquelle elle souhaite impliquer justement armateurs, réceptifs, club croisière. Donc, il y a un vrai, je crois qu'il y a aujourd'hui une vraie démarche conjointe pour accompagner cet objectif, et donc continuer la croisière poursuivre l'industrie de la croisière dans un contexte plus favorable et qui serait favorable à tous. Anne-Marie Blum, sur les ports du Var, là aussi, même constat, une meilleure répartition, profiter de ce qui s'est passé pendant cet arrêt et la reprise pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure répartition des touristes sur le territoire. Alors, c'est quelque chose qu'on verra tout à l'heure avec les réceptifs et avec les armateurs, puisque eux travaillent conjointement avec vous, justement à la mise en place de cette répartition des flux avec des innovations en matière d'excursion pour irriguer le territoire et ne pas rester, comme le disait Jean-François Assuas, à Marseille, à Toulon, à Cannes ou à Nice, Anne-Marie. Ton micro, Anne-Marie. Votre micro est… Pardon. En réalité, oui, la réflexion de fond, c'est de se réinventer depuis le Covid pour imaginer une meilleure gestion des flux, une régulation sur certains sites. Et ça a déjà démarré dans le Var, par exemple à Porquerolles, qui a limité à 6 000 visiteurs jour l'île, par rapport à un flux de trafic énorme l'été dernier. Hein. Donc, ça a été décidé. Et là, on a des exemples ailleurs qui commencent à se dessiner. Car en réalité, le défi à relever pour notre secteur d'activité consiste à trouver des dispositifs qui permettent aux touristes
aux croisiéristes et aux résidents de vivre harmonieusement ensemble le jour d'une escale. En fait, c'est ce travail d'interface avec nos partenaires, les communes, les villes, les locaux, pourquoi pas, et puis les opérateurs, revoir la copie, se réinventer, trouver des nouvelles façons de visiter le territoire qui soient douces et qui soient, dans la mesure du possible, avec un impact carbone neutre. Bien, on va. Alors, je vous rappelle pour toutes celles et tous ceux qui sont avec nous ce matin que vous pouvez intervenir. On va prendre vos questions d'ici quelques minutes. Je vous rappelle que vous pouvez les formuler via le chat. C'est Ophélie Tolari qui en fera la porte-parole. On va terminer ce premier débat avec, alors vous l'avez abordé un petit peu en début de rencontre, ce débat avec les prévisions que vous avez pour l'année prochaine. Vous devez avoir déjà un certain nombre d'indications par rapport aux escales qui sont programmées à partir de la saison prochaine. Emmanuel Pelou, on va commencer par vous. Ça s'annonce comment 2022? C'est plutôt très bien en fait, hein. C'est plutôt très positif. À ce stade, pour Nice, sont prévues 97 escales, 121 à Villefranche, 152 à Cannes, donc on revient aux chiffres de 2019. Voilà, mais si ce n'est mieux. Bon, on va dire que la variable, ça va être les jauges. Les jauges et puis bon, l'évolution évidemment sanitaire, hein, mais je suis assez confiant. Enfin, je pense que tout le monde est assez confiant parce que les armateurs et tous les professionnels du secteur ont su montrer leur capacité d'adaptation au contexte, hein, qu'il soit économique ou sanitaire. Donc, effectivement, très positif en termes d'escale, sachant que les jauges, on les estime à 50-70%. Donc, c'est quand même ça, en augmentation en termes de nombre de passagers. D'accord. Et c'est important aussi de rappeler qu'en 2021, enfin cette année lors de la reprise, et puis avant quand il y a eu le début de la pandémie, il n'y avait pas les vaccins, il n'y avait pas les gestes barrières, il n'y avait pas tout ce dispositif qui fait qu'aujourd'hui, même si le nombre de cas, notamment en France, augmente régulièrement, on était à 30 000 hier, mais en tout cas, on n'est pas dans la même configuration que celle dans laquelle on était il y a 2 ans. Anne-Marie Blum, pour les ports du Var, là aussi, quelle tendance pour la reprise la saison prochaine, 2022? Alors, pour l'ensemble des 9 ports d'escale croisière du Var, notre prévisionnel annonce 148 escales et 201 000 passagers. Voilà, donc c'est effectivement lié à la jauge, comme le disait Emmanuel, mais les armateurs et à la fois l'ensemble de l'industrie espèrent que les ventes seront à la hauteur de nos attentes. Jean-François Suas, on va terminer avec vous sur Marseille. Qu'est-ce que ça donne pour 2022, des prévisions qui sont aussi optimistes que celles sur les ports du Var et ceux des Alpes-Maritimes? Oui, c'est certain. Mais je pense que MSC et Costa vous indiqueront ce qu'ils souhaitent faire pour 2022. Nous, la chance que nous avons. Alors, on a une petite coupure. J'espère qu'on va récupérer. Bon, allez-y, Jean-François. On a une micro-coupure. Voilà, je disais que c'est surtout les opérateurs, en particulier MSC et Costa, qui vont vous le signifier. Mais je crois que ce qui est important pour nous de rappeler, c'est que MSC n'a jamais quasiment stoppé, puisqu'ils avaient repris en août 2020, et que ça s'est particulièrement bien passé, puisqu'ils ont transporté depuis, je crois que c'est 1,5 million. Il y a eu 1 million de passagers cet été, mais eux, ils en sont pour leur propre compte à plus d'1,5 million en Méditerranée. Et Costa, pareil. Et donc, très tôt. Donc, nous, on a 2 opérateurs qui représentent 80% du marché, qui aujourd'hui sont peut-être les 2 compagnies qui ont que ce soit en qualitatif ou en quantitatif, qui sont les plus présentes. Donc, on pense qu'effectivement, on sera sur une année qui
est très proche de celle de 2019, et parce que, voilà, après, sincèrement, avec les mauvaises surprises que nous avons, on en est quand même à la 5e vague, quoi. Donc, moi, je lis pas dans le mar de café. Ce que j'espère, sincèrement, c'est qu'au niveau sanitaire, au printemps, et j'ai pas de raison d'en douter, puisqu'on revit exactement l'hiver. On a eu la 3e vague voilà, en 2020 à l'automne. Bon, la 4e vague qu'on a eue au printemps 2021, elle était quand même faible finalement. C'était au moment de la réouverture. Souvenez-vous, on a réouvert en mai. Donc voilà, j'espère qu'avril-mai nous permettra d'avoir nos escales régulières avec nos week-ends voilà, et sans bulle sanitaire, évidemment, si on est avec quelques centaines ou quelques milliers de cas, j'espère qu'on pourra en sortir. Voilà, mes prévisions, elles sont plutôt de cet ordre-là, de croiser les doigts pour que la situation sanitaire nous permette d'accueillir ce qui est prévu et surtout de le faire dans des conditions optimales avec un minimum de contraintes. Bien, est-ce que, Ophélie, est-ce qu'on a des questions de la part de celles et ceux qui nous suivent ce matin sur ce e-workshop? Oui, bonjour à tous. Donc, nous avons une question, à savoir quelle est la durée moyenne d'une escale? Alors, la durée moyenne d'une escale. Alors, c'est vrai que sur Marseille, il n'y a pas ce qu'on appelle, Jean-François, vous me corrigez si je dis des bêtises, on n'a pas encore d'overnight, c'est-à-dire une période où le bateau arrive le matin et repart le lendemain ou tard dans la nuit. Durée moyenne des escales, c'est la journée à Marseille. Hein. Oui, c'est la journée. On a des escales overnight par AIDA, avec quelques-unes exceptionnelles de temps en temps, mais de manière régulière. Donc AIDA, je crois qu'ils reprennent cette année leur overnight. Ils arrivent le mercredi. Alors, ils arrivent fin d'après-midi, ils repartent le lendemain soir. Et donc, eux le font régulièrement. Et surtout, voilà, l'escale moyenne, elle est autour de 10 heures, c'est-à-dire le bateau arrive entre 6 et 8 et repart entre 17 et 20. Ça, c'est vraiment aujourd'hui Alors, bon, il y a des velléités d'ailleurs dans le slow tourisme d'augmenter. On verra si justement ça se traduit déjà la journée et surtout si ça se traduit la nuit. Retenez une chose malgré tout, c'est que plus de temps on passe en escale, plus il faut aller vite le lendemain pour retrouver le même temps d'escale dans le port voisin. Donc, c'est des contraintes de vitesse, donc de carburant et donc de pollution, entre guillemets. Hein. Donc, ce n'est pas c'est-à-dire qu'il va falloir réinventer les itinéraires qui permettent de passer à la fois beaucoup de temps en escale et d'avoir des sauts de puce, vraiment, avec peu de distance à couvrir, donc peu de consommation de carburant, etc. Si, par exemple, à Marseille, on garantit une escale véritablement zéro émission, plutôt que zéro fumée, je préfère ce terme, et effectivement, si le lendemain, je plaisante qu'à moitié, vous allez à Toulon, vous pouvez très bien partir à minuit. Et ce que fait le Club Med, par exemple, ou d'autres bateaux dans le luxe, ils partent de Cannes, ils vont à Nice, vous voyez, etc., etc. Donc, je crois que c'est une des clés de la croisière de demain, parce que autant à quai, on le voit à Toulon, il y a un vrai projet qui sera peut-être avant Marseille en termes de connexion électrique à quai pour les ferries et les paquebots, un projet mixte qui est vraiment très intéressant, qui va permettre d'être en zéro émission. Aujourd'hui, en mer, malgré les annonces, alors Silver a fait une annonce importante, mais c'est une partie comme Ponant de l'escale qui sera, enfin de l'escale, pardon, de la navigation, quelques heures à faible vitesse. Mais je crois que c'est ça, la vraie croisière durable, c'est quand vous quittez un port, vous êtes en zéro émission, vous faites un saut de puce avec des batteries, du GNL, vers le port d'à côté et vous ne traversez pas la moitié de la Méditerranée dans la nuit à 18 nœuds. Quoi. Je crois que les armateurs, à un moment, par rapport aux contraintes environnementales du zéro émission, donc, sur lesquelles ils s'engagent pour 2050, auront cette obligation. Et nous sommes, je crois, les ports français, avec cette trilogie, y compris, on peut parler de Sète et de la Corse, avec ces sauts de puce qui sont déjà, à mon sens, en cours. Alors, c'est vrai que c'est difficile de vendre 3 escales dans le même pays. Les Italiens le font très bien, hein, les Espagnols un peu aussi. Nous, un peu moins. C'est ce que je déplore aujourd'hui. J'aimerais que beaucoup d'armateurs puissent faire du Marseille, Toulon, Nice, parce que certains le font, et plutôt dans le luxe, et peu dans le… Évidemment, hein, de toute façon, les capacités d'accueil, on sait bien, ne sont pas exponentielles à Toulon et à Nice. Mais pour autant, je crois que c'est quand même une partie de la croisière de demain. Emmanuel Pelou, sur les ports de la French Riviera, là aussi, alors clientèle différente, Jean-François l'a dit, hein, vous êtes plus sur une clientèle premium avec de petites unités, là aussi, la durée des escales. C'est la même chose, à part, je rejoins ce que disait Jean-François, hein, rien à ajouter, à part quand c'est une tête de ligne, mais sinon, la durée des escales est quasiment similaire. Hein. D'accord. Vous n'avez pas beaucoup d'overnight, vous n'avez pas beaucoup de… Non. Non, d'accord. À part tête de ligne, ouais, non, pas spécialement, à part tête de ligne.
D'accord. Anne-Marie Blum, pour les ports du Var, là aussi, même question. Vous rejoignez ce qui a été dit par les Alpes-Maritimes et par les ports des Bouches-du-Rhône. Ben là, pour l'overnight, on en a. C'était une tendance et qui ne s'est pas nécessairement. Qui n'a pas évolué en termes de nombre d'overnight, mais c'est vrai qu'à Saint-Tropez, en tout cas, on en a eu beaucoup parce que les gens veulent profiter de la nuit tropézienne. Ouais. Voilà, exactement. Donc, et proposer des sorties à dîner dans des restaurants de luxe, etc. Et on a vu aussi des overnight sur les ports de la rade de Toulon également. Et peut-être dans la question, il y avait également combien de temps dure l'escale, mais aussi pour, en fait, à terre, les passagers. Donc, la moyenne, c'est souvent entre 4 et 6 heures. C'est intéressant de le mentionner parce que dans l'esprit de certaines personnes, ils descendent, ils mangent une glace, ils remontent. Non, pas du tout. On est vraiment sur entre 4 et 6 heures de temps d'escale à terre pour les passagers, ce qui leur permet de faire une excursion, de redescendre s'ils ont envie, et ils ont du temps libre pour faire le fameux shopping. Bien, Ophélie, est-ce qu'il y a d'autres questions de la part de celles et ceux qui sont avec nous ce matin concernant cette première présentation de la croisière en région sud? Non, pas d'autres questions pour l'instant, mais n'hésitez pas à utiliser le chat qui est sur la plateforme pour nous poser vos questions. Mais pas de nouvelles questions, Philippe. Bien, merci à tous les trois pour cette premier échange, ce premier débat. On va se retrouver dans un quart d'heure pour notre deuxième débat autour cette fois de la reprise de l'activité croisière, de l'engagement environnemental des armateurs, avec donc les armateurs qui sont eux aussi au centre de cette filière. On sera avec Herminio Esquena pour la CLIA, avec Patrick Pourbet pour MSC, Raphaël D'Ambrosio pour Costa, Hervé Belaïch pour Ponant, et puis avec Léo Bellman, on parlera là de fluvial pour voir un petit peu quelle était la tendance aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que la croisière, c'est aussi le fluvial. Léo Bellman pour Agis Ship. Voilà, j'arrive. Merci à tous celles et à tous ceux qui nous ont regardés. On se retrouve dans un petit quart d'heure pour ce deuxième rendez-vous. Merci à tous les trois. Merci à Emmanuel, à Jean-François et à Anne-Marie. À tout de suite. Merci.